Fidèles auditeurs de l'heure du droit, bonjour. Aujourd'hui, le sujet au cœur de notre émission est le divorce. Vous n'êtes pas sans savoir que le divorce est une réalité qui touche de nombreux couples de nos jours. Cet acte qui, à la base, n'engage que les époux, entraîne des répercussions importantes, notamment sur le plan juridique. Nous allons donc explorer dans cette émission les motifs légaux pouvant conduire à un divorce ainsi que les implications juridiques qui en découlent. Notre invité du jour, Élisée Azameti, est juriste privatiste. Méchac Niaro à la présentation. Cher invité, bonjour. Bonjour Madame Méchac, comme vous l'avez dit, je suis juriste. Mon nom est Elissa Azameti Komi. Donc, j'ai fait le droit privé à l'Université de Lomé. D'accord, un plaisir de vous recevoir. Alors, quand on prend le code des personnes et de la famille, quelle est la définition qu'on nous donne du divorce ? Alors, permettez-moi bien avant de venir à la définition du divorce de parler du préalable. Parce qu'on ne peut pas parler du divorce sans parler de ce qui conduit au divorce, c'est-à-dire du mariage. Oui, allez-y. Donc, le mariage est défini à l'article 41 du Code des personnes et de la famille comme un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conséquences ou bien dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont définis par la loi. Alors, le divorce qui a trait à la dissolution du mariage n'est pas défini par le législateur. Mais on peut définir le divorce comme la rupture du lien conjugal provoque par conséquent la dissolution du mariage du vivant des époux à la suite d'une décision judiciaire. Et cela doit être rendu à la requête d'un ou de l'autre des époux. Très bien, d'accord. Alors, quand on parle en droit, on parle de divorce, on parle parfois de résiliation, on parle d'annulation. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements ? Au fait, dans le divorce, l'annulation, c'est l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique dont les conditions de validité ne sont pas remplies. Mais la résiliation, c'est une sanction qui produit des effets pour l'avenir. Alors, par rapport à la première définition que vous avez donnée, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes un peu plus simples par rapport à l'annulation ? Par rapport à l'annulation d'un mariage. Oui. Par exemple, au rang des conditions de formation du mariage, il y a le consentement, l'objet et la cause. Si par exemple le consentement d'un époux n'est pas éclairé, le mariage peut être annulé. C'est-à-dire, n'est pas éclairé comment ? C'est-à-dire qu'il y a des vices et l'autre partie a usé du dol pour obtenir le consentement de l'époux à se marier avec lui. On peut parler de l'annulité de ce mariage. Très bien. Alors, quelles sont les causes principales de divorce ? Alors, au rang des causes principales du divorce, la loi a énuméré 5. Et permettez-moi de vous le lire rapidement. Oui, allez-y. À l'article 126, la loi a disposé que lorsque la vie commune est devenue intolérable par suite de l'infidélité, des excès, des sévices ou injures imputables à un époux, on peut demander le divorce. Également, lorsque la vie conjugale ou bien la vie familiale, la sécurité des enfants sont gravement compromises par l'inconduite notoire d'un époux ou l'abandon moral et matériel de la famille, on peut demander le divorce. Également, en cas d'absence, je vais revenir là-dessus, l'absence est régulièrement déclarée. L'absence suppose que l'époux a cessé de paraître dans son domicile et dont on n'a pas de nouvelles si il est décédé ou est vivant. Donc, en cas d'absence prolongée de 5 ans, l'autre époux peut demander le divorce. Également, terme court, c'est en cas d'impuissance ou de stérilité, communément dit faiblesse sexuelle, lorsque l'époux ne peut plus satisfaire les désirs charnels ou sexuels de l'autre. L'autre est fondé à demander le divorce. Et le dernier cas, c'est lorsque l'époux refuse sans motif valable
de passer des relations charnelles ou bien de passer des rapports sexuels avec l'autre époux, il est fondé à demander le divorce. Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir en termes un peu plus légers, un peu plus terre à terre sur les 3 premières causes que vous avez citées de divorce? Lorsque la vie commune est devenue intolérable, par exemple, on peut parler des violences conjugales, Oui. des injures, des insultes répétées. Chaque fois, l'autre époux se sent méprisé dans ses libertés ou bien dans ses droits fondamentaux, il est fondé à demander le divorce. Et parlant de l'inconduite notoire, par exemple, en cas d'abandon, on parle d'abandon matériel, c'est-à-dire vous cessez de financer, par exemple, les charges de la famille, ou bien l'abandon moral, vous ne vous occupez pas de l'éducation ou l'entretien des enfants. Cela peut être une cause de divorce. Et la troisième cause qui a trait à l'absence, comme je l'ai dit, l'absence, c'est une situation dans laquelle une personne ne donne plus signe de vie dans son domicile et que l'autre époux ne sait pas s'il est vivant ou il est décédé. Là, l'autre époux doit faire au préalable une déclaration d'absence. Une déclaration d'absence. Dans ce cas, au bout de 5 ans, il est fondé à demander le divorce. Également, il y a le cas de la séparation de fait. La séparation de fait qui est différente de la séparation de corps qui est prononcée par le juge. La séparation de fait est une situation où l'un des époux volontairement change de domicile carrément et vit ailleurs. Au bout d'un certain temps, l'autre peut être fondé à demander le divorce. D'accord. Et il faut une période de combien de temps? Et la loi a dit 5 ans. 5 ans. Oui. Mais compte tenu de certaines circonstances, au bout de 2 ans, l'autre peut être fondé à demander le divorce. Oui. Alors, de tout ce que vous avez cité, c'est à peu près des reproches. Ce sont des reproches que l'un des conjoints peut citer pour demander le divorce. Oui, ce sont des causes, les causes même en droit processus, c'est ce qui fonde le droit de l'autre à pouvoir en justice ou bien à assigner l'autre devant les juridictions. À intenter une action. Voilà, à intenter une action. Merci. D'accord. Dans tout ce que vous avez cité, quelles sont peut-être les causes qui sont imputables à l'homme et celles qui sont imputables à la femme? Alors, s'agissant des causes qui sont imputables à l'homme ou à la femme, nous savons que nous sommes dans un monde actuellement où la liberté et l'égalité est prônée. Donc, il n'y a pas une cause qu'on peut imputer. Alors, les mêmes causes peuvent être imputées à l'un ou à l'autre des époux, tout dépend des circonstances. D'accord, très bien. Alors, vous avez parlé de séparation de fait, d'abandon, d'absence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'altération du lien conjugal peut être prouvée dans un processus de divorce? Alors, l'altération du lien conjugal a beaucoup trait à la troisième cause de divorce que nous avons évoquée, Oui. l'absence et la séparation de fait. Pour amener la preuve d'une allégation en justice, la loi impose, dans l'article 1315 du Code civil, que celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et inversement, celui qui affirme s'être déchargé de l'exécution d'une obligation aussi doit la prouver. Donc, à l'article 43 du Code de procédure civile, la loi exige que toutes les parties collaborent à la preuve. Maintenant, matériellement, comment peut se faire la preuve? La preuve peut se faire par tout moyen. Oui. D'abord, on peut parler de la preuve par constat des huissiers. Lorsque les huissiers, ce sont des officiers ministériels qui aident à la bonne administration de la justice, donc les constats d'huissiers peuvent servir de preuve. Également, les témoignages. Mais en ce qui concerne les témoignages, on ne peut pas auditionner les enfants. Seuls les ascendants ou bien les domestiques et éventuellement les voisins, c'est eux qui vivent avec les époux, c'est eux qui, eux aussi, peuvent témoigner de la disparition ou bien de la séparation de fait d'un époux. Quand vous parlez d'ascendants, vous parlez des parents de l'époux disparu ou de l'autre conjoint? Non, des deux, parce que nous savons que le mariage est un fait social
Et le mariage implique dans nos communautés les deux familles. L'alliance de deux familles. Voilà, c'est l'union, c'est plus que l'union de deux personnes, l'union de deux familles ou bien de deux communautés. Donc nous savons que généralement, lorsqu'il y a des conflits familiaux, on interpelle la famille, donc on va auditionner les deux familles pour voir s'ils ont quelque chose, ils connaissent quelque chose de l'absence ou bien de la séparation de fait. D'accord. Donc après le passage des huissiers pour faire le constat, est-ce qu'il y a une autre chose, une déposition ou bien ça s'arrête là pour prouver? Lorsque vous avez ces constats, vous devez les présenter au juge. Donc à l'autre partie maintenant de rapporter la preuve contraire, faute de quoi votre preuve sera admise. Oui. Maintenant, si nous prenons... Mais il faut aussi que la preuve soit loyale. La loyauté de la preuve exige qu'on ne falsifie pas les preuves aussi. Très bien. Quand nous prenons le cas de la disparition où on dit que la personne a quitté dans un état où sa vie était menacée, est-ce que l'autre conjoint doit attendre 5 ans avant de venir signaler la disparition de cette dernière? Oui, parce qu'il faut nécessairement attendre le délai légal, sauf réduction octroyée par le juge, parce que la disparition, c'est lorsque la personne, comme vous l'avez si bien dit, lorsque la personne disparaît dans des conditions à mettre sa vie en danger, mais le corps n'a pas été retrouvé. Donc, on ne peut pas affirmer tout de suite qu'il est décédé. Donc, il faut attendre un certain temps. S'il ne donne plus signe de vie, on peut aller au divorce. Très bien. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes étapes qui précèdent l'instance de divorce? Merci beaucoup, madame. Le divorce, notre code a régi 2 catégories de divorce. Le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Dans le divorce par consentement mutuel, la requête est faite par les 2 parties et déposée au juge à charge pour celui-ci d'homologuer ou bien d'approuver. Donc, lorsque les 2 parties conviennent ou bien les 2 époux conviennent de se divorcer à l'amiable, le juge ne va plus vérifier les motifs de cette décision, mais seulement il va vérifier si leur consentement a été clair. Et s'ils sont d'accord sur le principe de la rupture, c'est-à-dire ils sont d'accord à se séparer, et également sur les effets, les incidents, les rapports pécuniaires ayant trait à l'argent ou bien à leurs biens, s'ils sont d'accord sur le règlement des effets pécuniaires ou bien des effets relatifs aux biens de ces derniers. Oui, avant de continuer avec le divorce conflictuel, quand vous parlez de divorce, de demande sous consentement mutuel, est-ce à dire qu'il peut ne pas avoir de problème dans le foyer et ils vont décider d'aller demander le divorce et que ça va être accordé? D'abord, relevons une chose, que le mariage, c'est avant tout un contrat. Le mariage est à la fois une institution de la loi, c'est aussi un contrat. Donc les parties conviennent du contenu, sauf à respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Maintenant, je ne crois pas que dans un foyer normal où tout va bien, et 2 personnes vont décider de se divorcer. Il doit y avoir un problème, sauf qu'ils se conviennent de ne pas peut-être exposer leur tort publiquement. Donc, dans ce cas, ils présentent leur requête conjointe, ou bien, comme on peut dire ainsi, leur contrat, ou bien leur convention conjointe au juge, et à charge pour celui-ci d'homologuer afin qu'il puisse se séparer. Alors, dites-nous, est-ce qu'après étude du dossier et audition des époux, un juge peut décider de ne pas accorder le divorce parce qu'il se dit que tout va bien? Comme je venais de le dire, je vais reprendre ceci. Le mariage appartient aux époux et le droit est hostile aux engagements perpétuels illimités. On ne va pas contraindre quelqu'un de rester dans un foyer. Donc, si les époux ne veulent pas, le juge ne peut rien faire. Mais seulement, surtout dans le cadre de la procédure du divorce contentieux, lorsque l'une des parties introduit l'action, le juge, dans un délai de 15 jours, convoque les parties. Maintenant, les parties vont comparaître, le juge va les auditionner individuellement. Après, il va les auditionner à 2 et tenter la conciliation. Maintenant, lorsque la procédure de conciliation échoue,
le juge, s'il estime que la vie commune peut être reprise, il peut leur accorder un délai, on parle du délai d'ajournement, qui ne peut pas excéder 6 mois. Et en ce moment maintenant, le juge peut prendre des mesures provisoires en ce qui concerne la garde des enfants et la protection, bien la sécurité des biens de la famille pour que l'un des époux ne cache pas les biens, si on peut le dire ainsi, de la famille. Et au bout de ce délai qui ne doit pas excéder 6 mois, si les parties ne conviennent pas à reprendre la vie commune, le juge prononce le procès verbal de non-conciliation. Mais lorsque la réconciliation intervient, il prononce le procès verbal de conciliation. Maintenant, lorsque au bout des 6 mois, il n'y a pas eu de réconciliation, il faut que la partie qui a intenté l'action fasse une nouvelle assignation devant le juge. Et c'est là où s'ouvre l'instance de divorce proprement dite. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du divorce conflictuel? On a parlé de celui par consentement mutuel. Oui. Et j'ai évoqué vers la fin les divorces conflictuels. C'est lorsque nous allons au regard des causes. Le divorce conflictuel, au regard de la loi, nous pouvons le déduire de 3 causes principales. Lorsque la vie conjugale est devenue intolérable suite aux injures et autres qu'on a énumérées, et lorsque l'inconduite notoire d'un époux rend le lien ou bien rend l'harmonie familiale invivable, on peut intenter une action en divorce. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe lorsque l'instance de divorce s'ouvre? Lorsque l'instance de divorce s'ouvre, il y a des obligations qui sont imposées aux parties. Chaque partie va collaborer pour une bonne administration de la justice. Les parties peuvent se faire assister par leurs avocats. Donc, s'agissant des débats, elles sont contradictoires. Mais pour ce qui est du divorce, les débats ne se font pas publiquement comme les procès ordinaires. C'est à huis clos. C'est à huis clos, en chambre de conseil. Mais la décision doit être rendue publique parce que la décision est rendue au nom de la République togolaise. Alors, cette partie prend combien de temps, généralement? Non, le procès, tout dépend de la nature des faits. De la complexité. La complexité. Parce qu'un procès peut donner lieu à des expertises, le juge peut ordonner des expertises. Donc, il faut attendre, respecter. Il y a certains délais légaux qui sont fixés, mais il faut que les parties suivent les prescriptions du juge afin de parvenir à un procès rendu avec célérité. Alors, dites-nous, au moment de la célébration du mariage, est-ce qu'il y a un délai à respecter avant de demander le divorce? Vous pouvez vous marier aujourd'hui, ou bien ce matin, retourner à la maison et dire que vous voulez divorcer. Ah oui. Le mariage, lorsque vous vous mariez, la loi, l'officier de l'état civil va vous faire une lecture des obligations découlant du mariage, l'obligation de fidélité, l'obligation d'assistance mutuelle, et l'obligation de secours, de contribuer aux charges du mariage. Si au retour, ces obligations ne sont pas respectées, un époux peut demander le divorce, il n'y a pas de délai à respecter. Et si l'un des époux éprouve de la difficulté à apporter des preuves des écarts de comportement de l'autre, est-ce que ça complexe le règlement de la situation? Oui, en principe, comme je l'ai dit, c'est au demandeur d'apporter la preuve et également le défendeur aussi. Les parties collaborent en fait. Donc, lorsque le juge apprécie que l'autre est dans l'impossibilité d'apporter la preuve, il doit ordonner l'expertise si possible afin de parvenir à une preuve. Mais dans l'impossibilité, on ne peut pas fonder sur des allégations sans preuve pour rendre une décision. Très bien. Est-ce que l'un des époux, les deux conjoints, peuvent être condamnés à verser des dommages et intérêts à la suite d'un divorce? Effectivement. Ah oui. Parlez-nous-en. Les dommages et intérêts sont attribués dans le cadre d'un divorce pour faute. Là, c'est lorsque la faute est imputable à un seul époux et le juge peut prononcer
que l'époux défaillant ou bien l'époux qui a failli verse des indemnités, des dommages et intérêts à l'autre époux. Faute, divorce pour faute. Oui, Oui. pour faute imputable à un seul époux. Là, dans ce cas, vous pouvez être condamné à verser des dommages et intérêts. Pouvez-vous nous donner un exemple concret, un cas pratique? Bon, tout dépend. Par exemple, vous n'arrivez pas à contribuer aux charges du mariage et vous laissez l'autre époux. Prendre tout en charge. Oui. Est-ce que dans ce cas ce cas, oui, allez-y. Lorsqu'on prononce le divorce, le juge peut demander à ce que vous versiez un montant qu'il va fixer à l'autre époux pour vous sanctionner. Au fait, les dommages et intérêts visent à sanctionner. Ce n'est pas pour compenser, mais ça vise à sanctionner la faute et le tort que vous auriez causé à votre époux. D'accord, très bien. Alors, vous avez parlé tantôt du partage des biens au moment du divorce. Oui. Comment s'effectue le partage en fonction du régime matrimonial choisi par les époux? Merci. Et avant d'arriver au partage, permettez-moi de rappeler quelques notions élémentaires du régime matrimonial. Bon, nous allons parler principalement du régime de la communauté des biens et le régime de la séparation des biens. Parce que ce sont les régimes les plus utilisés. Il y en a d'autres, mais c'est ce qui est le plus utilisé dans la partie. Dans le régime de la séparation des biens, le principe est qu'à chacun ses biens. Dans la séparation des biens. Donc, chacun administre ses biens comme il le veut. Maintenant, l'obligation essentielle qui touche à tous les régimes matrimoniaux, c'est de contribuer aux charges du ménage et au logement familial. Maintenant, dans le cas du régime de la séparation des biens, les époux peuvent avoir des biens indivis. On parle de biens indivis. Les biens comme le mariage, c'est une harmonie. Vous pouvez décider d'avoir certains biens en commun, suivant des proportions que vous avez définies. Là, dans ce cas, à la dissolution du mariage et du régime, ces biens indivis ou bien ces biens conjoints, si on peut le dire ainsi, doivent être divisés en fonction des proportions que vous avez définies. Mais en l'absence de proportions prédéfinies, on divise ça par moitié à chacun des deux époux. Maintenant, s'agissant du régime de la communauté des biens, qui est l'affectation des biens dans l'intérêt de la famille, là-bas, le principe est que les patrimoines des deux époux forment une masse commune sur lesquelles sont prélevées les dépenses ou bien les charges de la famille. Maintenant, dans ce même régime, il est admis d'avoir des biens propres. Bon, au rang des biens qui rentrent dans la communauté, il y a les revenus des deux époux, et les biens qu'ils auraient acquis ensemble pendant le mariage, les biens qui leur ont été donnés à deux pendant le mariage. Les héritages? Oui, on peut donner certains biens à deux. Maintenant, je parlais de l'exception des biens propres. D'accord. Des biens propres dans la communauté des biens. Maintenant, ces biens propres, ce sont des biens qu'on a avant d'entrer dans le mariage. Et des biens qu'on a reçus en échange d'un bien propre. Là, ça rentre dans la catégorie des biens propres. Donc, à la dissolution du mariage, chacun conserve ses biens propres. Maintenant, les biens communs sont partagés à deux. On divise en deux. On divise en deux. Il n'y a pas de quote-part, c'est la moitié. Non, il n'y a pas de quote-part. Parce que d'après la loi, c'est ce que la loi a disposé, que les biens soient divisés en deux entre les époux. Maintenant, avant de diviser ces biens entre les époux, il faut tenir compte des créanciers de la famille. Il faut les désintéresser. Ceux à qui la famille doit, il faut les désintéresser. Et il faut aussi penser à l'intérêt des enfants avant de partager les biens. D'accord. Alors, on a parlé de régime de communauté de biens, régime de séparation des biens. Il arrive des situations où les époux décident de signer un contrat prénuptial avant le mariage, avant même de choisir un régime. Dans ce cas, comment est-ce que les biens sont partagés? Dans le choix des régimes matrimoniaux, la loi accorde aux époux le libre choix de fixer le sort des biens. Ce n'est pas parce que vous restez dans le régime de la communauté des biens que vous devez exactement faire comme ce que la loi veut.
il faut respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, mais vous êtes libre de convenir comme vous voulez. Dans ce cas, le juge est tenu de respecter la convention préétablie par les parties, à charge maintenant pour le juge de vérifier si les conditions sont valables ou que les consentements des deux époux ont été clairs, ont été éclairés. Alors, dites-nous, est-ce que le fait de signer un contrat prénuptial dispense les époux du choix d'un régime matrimonial? Non, au fait, le choix d'un régime matrimonial, le choix est en principe libre. Si vous ne choisissez aucun régime matrimonial, et comme on le dit, la nature a horreur du vide, le droit aussi en a horreur. Donc, lorsque vous ne choisissez aucun régime matrimonial, automatiquement, c'est le régime de la séparation des biens qui vous sera appliqué. Donc, le choix s'est fait, pour s'agissant de la séparation des biens, ça peut se faire par simple déclaration devant l'officier de l'état civil que nous voulons rester sous la séparation des biens. Mais pour la communauté qui est beaucoup plus complexe, ça demande la signature nécessaire d'un contrat de mariage devant les notaires. Donc, vous ne pouvez pas vous marier sans être soumis à un régime matrimonial. C'est une règle d'ordre impérative. Oui. Voilà. Alors, selon le type de régime matrimonial qui a été choisi, quel est le sort des dettes qui ont été contractées au cours du mariage? D'accord. Et le règlement des dettes contractées au cours du mariage varie selon qu'on est dans la communauté ou bien dans la séparation. Il y a dans les régimes matrimoniaux, il y a ce qu'on appelle le régime de base ou bien le régime primaire. Ça, ce sont des règles fondamentales qui s'appliquent dans n'importe quel régime matrimonial. Donc, ces règles concernent l'entretien, l'éducation des enfants, les charges du ménage et le logement familial. Donc, toutes les dettes concernant ces charges ou bien le logement familial, les époux sont obligés de contribuer à ces dettes en fonction de leurs facultés ou bien de leurs moyens. Maintenant, particulièrement s'agissant du régime de la séparation des biens, nous savons que les patrimoines sont séparés. Étant dit que c'est le principe est à chacun ses dettes, en conséquence, c'est à chacun ses biens. La conséquence est qu'à chacun ses dettes. Mais je vous ai dit tantôt qu'il peut arriver que les époux décident d'avoir certains biens en commun. Dans ce cas, ils sont tenus de contribuer solidairement à ces dettes. Revenons dans la communauté des biens, là où nous parlons des biens communs, toutes les dettes qui ont lié à la gestion des biens communs reviennent conjointement aux époux, chacun pour moitié, sauf à faire valoir les contrats prénuptiaux qui exigent une répartition inégale, si on peut le dire ainsi. Très bien. Alors, fidèles auditeurs de Radio Djena, si vous venez de nous capter, vous êtes sur Radio Djena dans l'émission L'heure du droit. Nous abordons aujourd'hui la question des enjeux juridiques du divorce, causes et conséquences. Nous tournons la page sur le partage des biens selon le régime matrimonial en cas de divorce et nous ouvrons celle des successions. De quelle manière le divorce influence la succession entre les époux? Merci beaucoup, madame. Et la question de la succession, disons que la succession n'intervient qu'après la mort. C'est la mort du défunt qui ouvre la succession à ses héritiers. Maintenant, quel est l'incident du divorce sur le droit de la succession? Oui. Je vais parler au regard des enfants et au regard du conjoint survivant. Au regard des enfants, peu importe s'ils sont issus de mariages différents ou d'un mariage régulièrement contracté ou d'une union libre, tout enfant a droit d'hériter de ses parents. Donc, qu'ils soient divorcés ou pas, les enfants ont leur part dans la succession. Maintenant, s'agissant des époux, oui, en principe, le divorce, lorsque le divorce est prononcé, et que ce divorce est entré en force de choses jugées, c'est-à-dire que
la décision de divorce devient maintenant exécutoire. L'époux survivant ne peut plus succéder. Maintenant, lorsque le divorce n'est pas encore entré en force de choses jugées, c'est-à-dire que la décision rendue par le juge n'est pas encore devenue exécutoire, parce que le simple fait pour le juge de rendre une décision ne rend pas automatiquement ce dernier exécutoire. Il faut observer certains délais pour voir si l'autre partie ne va pas exercer des recours contre la décision. Ou bien lorsque le recours a été épuisé, dans ce cas, le juge va disposer que la décision entre en force de choses jugées, donc la décision, excusez-moi, devient exécutoire. Dans ce cas... Est-ce à dire par là que si des époux sont en instance ou dans une procédure de divorce et que le divorce n'a pas encore été accordé et que l'un de ces époux décède malheureusement, l'autre conjoint peut succéder? Oui, peut succéder parce qu'il n'y a pas encore de divorce qui est devenu exécutoire. Donc, l'autre peut succéder. Maintenant, la succession, la proportion de succession varie selon qu'il y a des enfants, selon la loi et selon le code des personnes de la famille. Lorsqu'il y a des enfants, la femme ou bien le conjoint survivant a droit à un quart. Lorsqu'il y a les ascendants et les enfants, l'époux survivant a droit à un quart. Lorsqu'il n'y a que des parents, l'époux a droit à la moitié. Lorsqu'il n'y a ni parents ni enfants, l'époux ou bien le conjoint survivant a droit à l'intégralité de la totalité. Maintenant, lorsque il n'y a plus ni époux survivant, ni enfants, ni ascendants, la succession est dévolue à l'État. Très bien. Dites-nous, quel est le sort du logement conjugal en cas de divorce? Le logement conjugal, c'est le lieu que les époux ont choisi de mener ou bien de vivre leur vie commune. Et lorsque le mariage est en cours, le logement, le droit au bail portant sur le logement appartient aux deux époux. Donc, chacun contribue selon ses facultés. Maintenant, il peut arriver que le logement familial soit la propriété exclusive d'un époux et que ce dernier apporte seulement l'usage seulement de ce logement familial. Donc, au divorce, l'époux va redevenir propriétaire à part entière du logement familial. Maintenant, il faut définir le sort des enfants avant de statuer sur ce, parce que le mariage, lorsqu'il y a des enfants, on ne va pas prononcer le divorce sans tenir compte de l'intérêt des enfants. Donc, il faut voir comment les enfants seront entretenus, à qui va prendre en charge les enfants. Justement, parlons de la garde des enfants. Comment est déterminée cette garde-là et quels sont les critères qui sont pris en compte? Et s'agissant de la garde des enfants, en principe, pour les enfants de moins de 7 ans, la garde est attribuée à la femme. Mais le juge peut, compte tenu des circonstances, s'il s'est avéré que l'époux ou bien la femme ne peut pas prendre en charge ou bien ne peut pas prendre soin convenablement des enfants, on peut attribuer la garde à une tierce personne. Mais pour les enfants de moins de 7 ans, le principe est que la garde soit attribuée à la femme, mais ce principe admet des exceptions. Maintenant, s'agissant des enfants de plus de 7 ans, la garde peut être attribuée à l'homme ou bien à la femme, ou bien à une tierce personne. Oui. Est-ce qu'on tient compte de la santé mentale, de la situation financière, du statut social avant de décider avec qui l'enfant va rester? Oui, parce que le divorce affecte aussi les enfants, à la fois émotionnellement et je dirais même financièrement. Donc, on tient compte de l'ensemble de ces critères que vous avez évoqués avant de confier la garde à l'un ou à l'autre ou bien à une autre personne. Parce qu'on ne peut pas seulement se focaliser sur le côté financier peut-être, mais que la personne n'aura même pas le temps pour entretenir et éduquer les enfants. Donc, on tient compte de tous ces aspects avant d'attribuer la garde. Est-il possible pour les enfants de décider chez quel conjoint eux-mêmes ils veulent rester? Cet aspect est apprécié par le juge. Certes, les enfants sont libres d'exprimer chez qui ils veulent être, mais le juge doit apprécier est-ce qu'en restant là-bas, ils peuvent
être bien entretenus, ils peuvent être bien éduqués. Il faut tout ça, que tout ça là, soit pris en compte avant d'attribuer la garde. Donc, l'appréciation revient au juge. Oui. Comment est-ce que le juge organise la garde partagée entre les conjoints? La garde partagée, bien, on parle de garde alternée. Oui. Et ça dépend, les époux, peut-être, au prononcé du divorce, ils vont avoir des domiciles séparés. Maintenant, si c'est possible, parce qu'on tient compte de la possibilité, parce que les enfants ne peuvent être, peut-être leur école est tout près, on va dire, vous faites 6 mois ici, vous faites 6 mois chez l'autre aussi, non. Donc, on tient compte des circonstances, de la disponibilité pour prendre en charge des enfants avant d'attribuer la garde. D'accord, c'est noté. Alors dites-nous, est-ce qu'il existe des alternatives au divorce qui permettent aux couples qui sont en difficulté de trouver d'autres issues? D'abord, lorsqu'il survient des conflits dans le mariage, on a ce qu'on appelle la rupture du lien conjugal. C'est ce que nous avons évoqué par le divorce. Maintenant, le second aspect, c'est le relâchement du lien conjugal. Là, le relâchement, ce sont des couples qui traversent des difficultés, mais qui ne sont pas irrémédiables. C'est lorsque la difficulté est irrémédiable que on va vers le divorce. Mais lorsque la difficulté n'est pas irrémédiable, on peut demander, d'abord, il y a ce qu'on appelle la séparation de corps. La demande de séparation de corps. Dans la séparation de corps, les obligations nées au mariage subsistent. Seulement, c'est l'obligation de la communauté de vie qui ne va plus s'appliquer aux époux parce qu'ils vont avoir des domiciles séparés. Mais les autres obligations subsistent. À côté de la séparation de corps qui est organisée par la loi, vient maintenant la question de la séparation de fait. Et la séparation de fait, il y a 3 modalités de séparation de fait. D'abord, c'est l'un des époux qui décide volontairement d'aller vivre ailleurs. Et là, ça peut conduire l'autre à intenter une action en abandon de famille. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la séparation de corps conventionnelle. Là, ce sont les 2 époux qui conviennent de ne plus vivre ensemble. Mais toujours est-il que les obligations nées du mariage s'appliquent, l'obligation de fidélité et consort s'applique. Maintenant, dans ce cas, ce sont les parties même qui conviennent. Et seulement le droit parler des obligations de cohabitation et tout ça là, mais dans les faits, les parties conviennent de vivre séparément, on ne peut rien faire. Maintenant, il y a le 3e aspect où c'est les parties qui demandent au juge de statuer sur leur séparation de corps, ils veulent vivre séparément. Ah oui, mais sans divorcer. Sans divorcer. D'accord. Mais seulement, on va demander au juge d'organiser cette séparation. Est-ce que, oui, très bien, c'est clair. Alors, est-ce qu'au niveau de la justice, il est mis à la disposition des couples qui sont peut-être en séparation de corps ou qui veulent divorcer, des psychologues, des thérapeutes pour les accompagner? Alors, dans le ressort de chaque juridiction, surtout dans le ressort de chaque cour d'appel, il y a des experts qui sont inscrits sur une liste. Et donc, lorsque les affaires conjugales sont portées devant les juridictions, s'il y a lieu de les assister ou bien de les aider, parce que la volonté en instituant le divorce, ce n'est pas que à chaque problème qu'on aille au divorce, mais c'est lorsque la vie devient intolérable qu'on parvient au divorce. Donc, s'il y a lieu à apporter assistance au couple, pourquoi pas, mais seulement c'est aux frais des parties. Ce n'est pas gratuit. Oui, ce n'est pas gratuit, sinon l'État n'a pas les moyens comme ça. Ok, très bien, c'est noté. Donc, l'information est passée aux couples qui traversent des situations. Il y a de ces personnes qui peuvent les accompagner. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer? Oui, je voulais terminer sur cette citation de Jean-Marie Eugène Portalis dans son discours préliminaire sur le Code civil. Ah oui. Il disposait que, en admettant le divorce, le législateur n'entend point contrarier le dogme religieux de l'indissolubilité, ni de décider d'un point de conscience,
Il suppose seulement que les passions les plus violentes qui font rage et qui continuent de le faire encore dans le monde peuvent détruire l'harmonie qui doit en principe régner entre époux. Et cela suppose aussi que les excès peuvent être assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable. Donc, vivre le mariage et le divorce doit être l'exception. Vive la paix, l'harmonie et l'amour entre les couples. Et comme on le dit souvent, lorsque le droit entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Donc, à force de vouloir trop impliquer le droit dans le foyer, après tout, ces deux humains qui vont cohabiter, il y aura des problèmes, mais il faut mieux trouver des harmonies. Mais si jamais, à la rigueur, il y a des difficultés, la loi est là pour les accompagner, soit jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, soit jusqu'à leur séparation définitive. Monsieur Azameti, c'est sur vos mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les éclaircissements que vous avez apportés au sujet. Fidèles auditeurs de la Radio pour tous, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci pour la fidélité d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission L'heure du droit, l'émission qui vous permet d'apprendre et de comprendre le droit en toute simplicité. C'était Méchac Niaro au micro. Au revoir.